Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette conférence. Donc, on va vous parler de carbone. On va commencer par se présenter déjà. Donc, Élise Chezaz. Donc, moi, je suis manager opérationnel d'une équipe de consultants. On réalise des missions de conseil, d'assistance technique en santé, sécurité, environnement, énergie et RSE. Et je suis également auditrice de certification sur les référentiels QSEE, dont l'ISO 50001 qui nous concerne pour cette conférence aujourd'hui. Pierre-Baptiste, je te laisse te présenter. Ouais, donc Pierre-Baptiste Bazillet, donc moi je fais aussi partie du Bureau Veritas, je suis chef de projet en performance énergétique et j'interviens principalement sur les missions de conseil pour tout ce qui est audit et études énergétiques, récupération de chaleur fatale, essais de performance ou stratégie de mise en place de solutions ENR et de décarbonation. Ok, donc Bureau Veritas, c'est une entreprise de conseil, d'assistance technique en B2B et notamment sur les sujets environnementaux. Donc on a développé une green line avec plusieurs prestations en lien avec les sujets environnementaux et aujourd'hui on va zoomer sur le sujet décarbonation et énergie. Alors pour rappeler un peu les contextes en jeu, pourquoi on va parler décarbonation et surtout sur nos clients industriels. Aujourd'hui l'industrie ça représente une part importante des émissions de CO2, c'est à peu près 17,4% qui sont estimées d'émissions de CO2 au niveau national pour l'industrie. Et surtout ce qu'il faut savoir c'est que la France a pour objectif d'essayer d'atteindre le zéro impact carbone. Donc zéro impact carbone ça veut dire être capable de réduire au maximum ses émissions et de compenser les émissions qu'on n'arrivera pas à totalement on va dire supprimer. Donc voilà, après donc pour cette partie-là, donc il y a tout un volet réglementation aussi. Donc l'idée là, c'est pas de parcourir toute la réglementation, ça va surtout être de montrer que c'est de plus en plus présent justement sur ces dernières années, avec notamment des réglementations comme les quotas CO2 qui commencent à dater un peu, qui commençaient à mettre justement des limites d'émissions de carbone chez certains, on va dire, clients industriels. Et de façon plus récente, on va dire, on va retrouver l'obligation d'audit énergétique réglementaire et même encore plus récent, l'obligation de décret tertiaire, qui vise justement donc à réduire des consommations énergétiques pour les activités tertiaires, y compris chez les industriels. Ensuite, pour faire un autre petit focus réglementation, ce qui va concerner plus la partie décarbonation, ça va être la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, qui du coup est la feuille de route qui a été mise en place par l'État pour justement atteindre cet objectif de neutralité carbone à 2050. Avec les 3 gros objectifs qui vont être de décarboner la production d'énergie. Donc globalement, c'est mettre en place des énergies renouvelables, essayer d'augmenter le part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. L'objectif numéro 2 qui est de réduire de moitié la consommation d'énergie et l'objectif numéro 3 ensuite qui va être de réduire les émissions non liées à l'énergie, donc tout ce qui va être le volet autre derrière. Et donc pour les industriels, afin de répondre à cette SNBC, l'objectif qui a été visé, on va dire, c'est de réduire de 81% les émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2050. Et donc là, on va voir par la suite qu'il y a plusieurs possibilités pour essayer de réduire ces émissions. Alors, comment on met en place une stratégie de décarbonation? La première étape, c'est de s'assurer que la direction est bien impliquée dans la démarche. Alors, en général, vu les coûts d'augmentation du gaz et des autres énergies, clairement, c'est une vraie stratégie. Moi, en tant qu'auditrice de certification, je vois bien qu'il y a beaucoup de clients qui mettent en place une démarche de certification pour pouvoir réduire les coûts et travailler sur la partie réduction des consommations, hein, puisque la première étape, c'est ça. Ensuite, il est nécessaire de pouvoir identifier les possibilités de mettre en place du renouvelable sur le site. Donc en général, ça peut commencer par mettre en place des véhicules électriques sur la flotte des commerciaux par exemple. Et puis après, on définit des possibilités sur site, hein, donc avec des ombrières avec des panneaux solaires par exemple sur les parkings, avec des possibilités de mettre des panneaux solaires sur du bâtiment principal, avec éventuellement même
Possibilité de l'éolienne, il y a des études qui sont faites sur des sites, ou de la récupération de chaleur aussi. Là, j'avais un client récemment, il était sur de la récupération de chaleur et pouvoir utiliser cette chaleur pour des serres, pour faire des tomates, par exemple. Donc le deuxième point, c'est de pouvoir vraiment identifier au niveau du site quelle est la possibilité de mettre en place du renouvelable. Troisième point, c'est trouver tout ce qui est investissement, fonds propres, participatifs, et puis essayer d'avoir un ROI le plus acceptable possible. Et puis le quatrième point, c'est de travailler sur tout ce qui est personnel, donc sensibilisation, formation du personnel aux meilleures techniques disponibles, aux nouvelles technologies, et puis un comportement prudent en termes de consommation pour essayer de travailler sur des réductions de consommation au quotidien, puisque il y a des gros gaps à faire sur ces aspects-là. Donc ensuite, pour rentrer sur les grandes étapes d'une stratégie de décarbonation, donc les grandes étapes qui sont connues par tout le monde et qu'il faut avoir en tête, la première étape déjà, c'est d'être capable de quantifier ces émissions, c'est savoir aujourd'hui combien je consomme, où je le consomme et combien j'émets derrière. Finalement, c'est de faire un état des lieux initial de sa situation. La deuxième étape, ça va être d'agir pour mettre en place justement une stratégie de neutralité carbone. Quelle action je peux mettre en place pour réduire mes consommations, réduire mes émissions? Est-ce que la réduction de mes consommations va nécessairement conduire à la réduction de mes émissions? C'est aussi le point qu'il faut avoir en tête. Il faut faire attention que des fois, un changement d'énergie peut réduire nos consommations et pas forcément réduire nos émissions. Du coup, la troisième étape, ça va être de mesurer justement l'efficacité de nos projets. Est-ce que le projet que j'ai mis en place a permis d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés? La quatrième étape, ça va être la compensation carbone. Aujourd'hui, en tout cas dans les clients qu'on accompagne, on n'a encore jamais vu de client qui a réussi à réduire à zéro ses émissions de carbone. Si on veut que notre site industriel fonctionne, on a toujours des émissions qui sont dues au fonctionnement du process et de l'industrie. Du coup, on passe par ensuite de la compensation carbone. Quels travaux je peux faire peut-être du stockage de mes émissions restantes, faire de la séquestration, des projets de compensation sur des sites extérieurs. Et enfin, si on le souhaite, la dernière étape, ça peut être la communication pour pouvoir présenter ces résultats et peut-être se faire labelliser ou autre. Donc si on résume un peu ces activités, du coup au niveau des phases de vie d'un projet, on va dire, du coup cette partie neutralité carbone, il faut l'intégrer dès la phase projet jusqu'à ce qu'on pourrait appeler la fin de vie finalement d'un projet. Et en face, on vous a mis un peu justement les différentes études ou les points d'attention qu'il faut avoir. Donc par exemple en phase projet, ça va être justement de faire peut-être une étude énergétique initiale ou un bilan carbone, un bilan GES, pour justement être capable de venir mesurer ces émissions, pouvoir faire la répartition de ces émissions et du coup justement être capable d'identifier les axes ou les volets sur lesquels on va pouvoir agir. Donc ces études énergétiques, en gros, l'idée c'est de vous faire une répartition de vos consommations et de vos émissions usage par usage, équipement par équipement, et surtout d'être capable de venir vous proposer un plan d'action pour réduire vos émissions, justement, sur quel volet on peut intervenir, sur quel équipement on peut travailler. En phase conception, fabrication, là ça va être d'essayer de trouver les meilleures techniques disponibles et respecter surtout ces recommandations. Une étape pour nous qui va être importante, c'est également la phase réception. J'ai mis en place un projet de réduction de mes émissions ou de mes consommations. Comment je suis sûr que derrière, j'ai bien atteint le gain que j'espère atteindre? Donc là, c'est important de venir réceptionner son installation. Je ne vais pas dire que voilà, les garanties que les constructeurs vous annoncent des fois sont gonflées, mais ça peut être le cas. Donc l'idée, voilà, on m'a promis un rendement de 91% sur une chaudière gaz. Est-ce que j'ai bien 91% de rendement dans les conditions d'exploitation ou est-ce que je suis à 10,5? Un 0,5 point de rendement, ça paraît pas grand-chose des fois sur une installation. Sur toute la durée de vie de l'équipement, c'est plusieurs tonnes d'émissions, on va dire, mais surtout l'impact financier derrière, ça peut être plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont perdus. Donc c'est vraiment important d'être capable de venir réceptionner ces performances. En phase exploitation, donc là ça va être un peu toutes les études, je pense, ou tous les métiers que vous avez l'habitude de rencontrer ou que les prestataires doivent vous proposer. On va vous conseiller d'aller faire toujours de l'audit énergétique, de l'accompagnement ISO 50001 ou du bilan GES. Et enfin, en partie fin de vie, du coup, ça va plutôt être de dire j'ai un équipement qui est arrivé peut-être en fin de vie ou du moins qui devient vétuste. Est-ce que je le remplace par du 1 pour 1 ou est-ce qu'au contraire, je regarde quels sont mes nouveaux besoins et je viens essayer d'identifier la meilleure solution aujourd'hui qui existe à partir des meilleures technologies sur le marché et surtout à partir de l'évolution de mon process. La chaudière que j'ai mis en place il y a 20 ans, elle était peut-être en adéquation avec mes besoins il y a 20 ans, peut-être que mon site a évolué, qu'aujourd'hui j'ai d'autres besoins, d'autres attentes.
Et enfin, donc, il y a la partie stratégie ENR, qui va être justement un des gros axes aussi, c'est quelles sont les énergies renouvelables que je peux mettre en place. Donc aujourd'hui, vous devez tous connaître le terme ENR, mais maintenant on parle aussi d'ENR et d'énergie de récupération. Donc ça va être toutes les énergies qu'on tag à du renouvelable, mais qui ne sont pas forcément renouvelables. J'entends par là le CSR, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, combustible solide de récupération, qui aujourd'hui, en gros, globalement, c'est brûler des déchets industriels et ça permet quand même de décarboner votre site industriel. Donc c'est voilà, toutes ces options-là qu'il faut prendre en compte dans les stratégies ENR, de venir voir justement laquelle est la plus adaptée à votre site, laquelle aura la meilleure production, et derrière, est-ce qu'on peut essayer de faire de l'autoconsommation et comment on optimise notre autoconsommation sur ces sujets-là. Donc comme disait Pierre-Baptiste, une des premières étapes, c'est de compter, hein, c'est de pouvoir identifier les sources de consommation et puis évaluer donc son bilan gaz à effet de serre. Nous aujourd'hui, on a formé plus d'une vingtaine de consultants sur la méthode bilan GES et méthode bilan carbone, méthode ABC. Donc il y a une obligation pour les personnes de plus de 500 salariés ou 250 en Outre-mer de faire ce bilan carbone. En droit public, c'est plus de 250 personnes. Tous les 4 ans, 3 ans pour le public, avec une méthodologie définie par le ministère et un périmètre donc obligatoire sur le scope 1 et scope 2 et recommandé sur le scope 3. Pour le bilan carbone, donc là, c'est une méthode un peu plus poussée, puisque là, le scope 3 est obligatoire, hein, donc on doit aller regarder tout ce qui est achat, notamment, pour estimer et mesurer le bilan carbone. Et l'idée, c'est de pouvoir le faire à périodicité régulière pour pouvoir mesurer les améliorations qu'on a pu mettre en place. Donc, on vous présente aussi d'autres méthodes qui sont vraiment des méthodes un peu similaires, mais plus reconnues au niveau international. Donc, notamment le GHG protocole, hein, Greenhouse Gas Protocol. Donc là, de la même façon, nous on a formé plusieurs consultants à cette méthode GHG, puisqu'on a des clients à l'international qui souhaitent faire un bilan carbone selon cette méthodologie. Bon, globalement, c'est similaire à notre méthode bilan carbone ABC, hein, mais c'est plus reconnu au niveau international. Hein. Et puis, on a la norme ISO 14001-64, qui est aussi un guide et une méthode pour pouvoir identifier son bilan carbone. Bon, voilà, rapidement, là, c'est un tableau difficile à lire, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir faire un comparatif, en fait, hein, des différentes méthodes et voir que elles sont tout à fait identiques et similaires. Donc ensuite, on a souhaité vous présenter la mise en place d'une stratégie ENR. Voilà, dans la présentation, on n'a pas forcément le temps de vous présenter tout ce qui était dans le slide au niveau de la partie projet avec les études et autres, qui sont peut-être déjà un peu plus maîtrisées chez tout le monde, sinon il ne faudra pas hésiter à poser vos questions après. Là, on voulait se concentrer donc la partie mise en place d'une stratégie ENR, où donc l'objectif justement, c'est d'identifier pour un site industriel toutes les sources d'énergie renouvelable potentiel et valorisable sur le site. Aujourd'hui, au niveau des sources, on en a diverses. Hein. On a le photovoltaïque, le thermique, l'éolien, la géothermie, la biomasse, le CSR, comme on disait. Elles ne sont pas forcément, par contre, toutes adaptées à vos sites industriels. Il faut être capable de regarder justement si votre site est en mesure de recevoir cette solution d'énergie renouvelable. Un des exemples, si je reste sur le CSR, est-ce que vous avez déjà du CSR, donc du combustible solide de récupération, donc globalement du combustible anciennement déchets que vous pouvez valoriser en interne. Sinon, il faut réussir à s'approvisionner en combustible. Ensuite, est-ce que vous avez la place pour implanter, on va dire, la chaudière, implanter la zone de stockage? Est-ce que vous avez la superficie nécessaire pour que les camions manœuvrent? C'est toutes ces questions-là qui font que des fois, une solution peut finalement ne plus être si avantageuse que ça. Donc là, l'idée dans la stratégie ENR, c'est qu'on est en fait en mesure de venir évaluer l'ensemble de ces solutions pour vous dire laquelle est la plus rentable sur votre site et laquelle serait à mettre de côté selon votre stratégie.
Donc dedans, en fait, on va venir faire un dimensionnement, on se base sur un point top 10 minutes et des courbes de charge pour venir vraiment vous faire une autoconsommation réelle de votre site par rapport à la production de l'ENR, et pas une autoconsommation estimée sur, on va dire, un bilan annuel qui ne serait pas forcément représentatif. Si je mets en place du photovoltaïque qui produit le samedi et le dimanche, mais que mon usine est à l'arrêt le samedi et dimanche, ça ne sert à rien de le compter dans mon autoconsommation, parce qu'en fait, c'est de l'énergie que je ne pourrais pas consommer vu que mon site est à l'arrêt. Donc c'est ce genre d'élément où il faut être vigilant quand on vous fait des études, c'est quoi là, pas raisonner en mode on va dire annuel, mais vraiment en mode pas de temps à l'heure, 10 minutes, voire journalier dans l'idéal. Donc derrière, normalement dans ce type d'études, voilà, on vous met également en avant l'ensemble des subventions auxquelles vous pouvez avoir. Aujourd'hui, un projet d'ENR, ça coûte un petit peu d'argent, il y a de l'investissement, mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'aides financières pour justement développer ces filières-là, vu que c'est dans la stratégie nationale bas carbone de l'État. On peut retrouver des aides au niveau du plan de relance ou France 2030, donc vous avez peut-être déjà entendu parler, avec en ce moment, ça va être principalement les appels à projets industrie zéro carbone, zéro fossile, pardon, qui vont être en jeu. Mais après, on a aussi pas mal de subventions, on va dire un peu plus locales, avec l'ADM, la T2E, et surtout des tarifs ensuite de rachat et de revente en fonction des différentes valeurs de production que vous êtes capable de produire. Et en fait, dans l'étude, justement, on va venir faire toutes ces modélisations-là pour vous dire quelle est la puissance de NR optimale par rapport à la stratégie que vous souhaitez. Est-ce que c'est une stratégie 100% autoconsommation ou au contraire une stratégie où vous souhaitez plutôt valoriser le côté financier avec de la vente de surplus ou de la vente en totalité. Hop. Donc ouais, voilà. Bon, après, juste un exemple, c'est qu'on vient tracer après toutes vos solutions renouvelables et on vient vous tracer les recettes en fonction des temps de retour sur investissement pour vous donner différents placements. En parlant donc justement des aides, merci. Donc effectivement, il y a différentes aides, j'en ai parlé un petit peu avant, pour décarboner. Aujourd'hui, donc principalement, ça va être l'appel à projet industrie zéro fossile. Alors, il faut faire attention, ça s'arrête assez vite. Il y a 3 volets sur ces appels à projet. Le 1 qui va concerner la chaleur bas carbone, le 2 qui va concerner l'efficacité énergétique en industrie, mais qui s'arrête courant juin. Donc les délais commencent à être un peu tard, et par contre il y aura un volet 3 pour ceux qui seraient intéressés, qui va être la suite en fait du guichet unique mis en place par l'agence de services et de paiement, qui elle courra de début juillet jusqu'à la fin de l'année pour des investissements un peu moindres. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que sur toutes les aides, en fait, vous pouvez être accompagné dès lors que vous faites des projets soit d'efficacité énergétique, soit production de chaleur bas carbone, soit de l'évolution de procédés, vous faites de l'électrification, vous prenez des nouveaux intrants qui sont moins émetteurs en carbone ou autre. Derrière, une autre type d'aide existante, ça va être les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Je pense que ça, on ne va pas trop le détailler parce que souvent, c'est quand même assez bien maîtrisé par la plupart des gens. Ce qu'il faut juste retenir, et pour rappel, c'est qu'il y a 2 dispositifs. En quelque sorte, on a les C2E standardisés et les spécifiques. Les standardisés, c'est une liste d'opérations qui a été mise en place. Si vous faites une de ces opérations, vous avez le droit à un certain montant de C2E derrière, donc les C2E, certificats d'économie d'énergie. Mais après, vous pouvez aussi partir sur des montages spécifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiche standardisée aujourd'hui qui existe, mais vous avez un projet qui est porteur. Et du coup, vous pouvez demander justement une fiche spécifique pour quand même valoriser des économies d'énergie sur votre projet. Donc après, l'intérêt là, c'est de vous rapprocher souvent donc, des délégataires qui sont capables de vous aider à monter ces projets pour essayer de maximiser au maximum, on va dire, les aides récupérables derrière. Et donc on peut citer Capital Énergie, qui est une filiale Bureau Veritas et qui monte ce genre de dossier. Alors maintenant, on voulait vous faire part de quelques références dans l'ensemble de ces prestations. Je te laisse. Voilà, ouais. Donc le premier, ça serait donc là sur un montage de dossier. Donc en gros, un client qui avait un projet de modernisation de son usine, il allait remplacer sa chaîne d'eau, déminer et également remplacer une partie de son process et changer son désaérateur par un dégazeur. L'objectif justement, c'était d'améliorer la performance énergétique globale de son installation. Ça représentait quand même quelques millions d'euros d'investissement. Donc le client a souhaité bénéficier d'un ancien appel à projet, donc Décarb, qui était issu de France Relance. Et donc on a pu accompagner ce client-là pour la partie compilation et fiabilisation des données techniques et surtout complétude du dossier, ce qui lui a permis d'être retenu parmi les 16 lauréats nationaux à l'époque et d'avoir une subvention d'un peu plus de 3 millions d'euros pour son projet. Donc ce qui n'était pas négligeable et ce qui était en fait même un critère déterminant pour la mise en place du projet derrière. Une deuxième référence dans les sujets de la décarbonation, ça peut être tout ce qui va être justement assistance à plan de comptage. Donc on vous a parlé du fait que un bilan carbone ou un bilan GES vous permet de déterminer un peu votre situation initiale.
Après, pour une solution plus pérenne, l'idée c'est de souvent mettre du comptage en place sur vos sites. Et pour mettre en place du comptage, aujourd'hui, vous avez le droit aussi à des aides par le biais des C2E. Ça va être principalement la fiche Indut 134. Et donc là, à titre d'exemple, c'est un client qui souhaitait mettre en place un système donc, de comptage sur ses installations. Il y en avait pour à peu près 10 000 € de travaux et 8 000 € de prestations d'accompagnement pour monter le dossier technique, chercher où mettre les instruments de mesure et autres. Et il y a eu 36 000 € de C2E éligibles, donc c'est un temps de retour d'inférieur à 1 an. Et aujourd'hui, sur du comptage, c'est quand même souvent assez rare d'avoir des temps de retour rapides. Parce que le comptage, c'est un investissement considéré souvent un peu perdu par les entreprises, sauf que pas du tout, parce que d'une part, ça vous permet d'évaluer vos dérives et de réagir plus rapidement. Et surtout, dans certains cas, vous pouvez en plus le valoriser par des C2E. Alors, quelques références en bilan GES récentes. Donc, on a travaillé avec les différents sites Beneteau, sur leurs 12 sites pour faire le bilan carbone. Donc ça, on le fait tous les 4 ans. Et puis, une autre entreprise, Danisco, qu'on a fait... on a fait le bilan carbone, bilan GES récemment aussi. Ils sont spécialisés en biotechnologie agroalimentaire. Et donc, autre référence en 50001. Donc, en 50001, on intervient pour la certification avec notre filiale Bureau Veritas Certification, mais également sur des prestations d'accompagnement à la mise en place d'une démarche ISO 50001. Donc voilà, on vous a cité quelques références, notamment en agro, parce que l'agro est gros consommateur d'énergie, donc il y a un intérêt à mettre en place ce type de démarche pour faire des économies d'énergie. Alors la référence suivante, ça va être sur l'audit énergétique. Donc pour rappel, un audit énergétique qui soit réglementaire ou non, parce qu'on a aussi beaucoup de clients qui en font en démarche volontaire. L'objectif de l'audit, c'est de faire un bilan de vos consommations, une répartition usage par usage. Donc globalement, le petit camembert qu'on a en bas à droite, savoir combien consomme mon traitement d'air, ma production d'air comprimé, mon vide, ma production de froid et ainsi de suite. Ça permet d'avoir une vision du coup justement un peu plus précise de ces consommations. Et surtout, l'objectif de l'audit derrière, c'est de mettre en avant ce qui est bien fait sur le site. Ça aussi, on l'oublie souvent, mais c'est de valoriser les choses qui sont bien faites pour qu'elles soient maintenues. Et ensuite, mettre en avant les axes d'amélioration. Donc là, c'est un exemple d'un audit énergétique sur un domaine de l'automobile, sur un client qui avait zéro mise en place, on va dire, de démarche depuis des années. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à identifier des montants et des temps de retour assez intéressants, parce qu'ils partaient vraiment de zéro. Mais globalement, on a réussi, suite à un audit, à trouver 15 000 € donc de temps de retour immédiat. Donc c'est des actions uniquement de régulation. Voilà, on l'a fait, puis le gain, il est direct. Pour essayer d'en citer qui peuvent être parlant à tout le monde, des choses toutes simples, mais j'arrête mes compresseurs le week-end quand j'en ai pas besoin. Est-ce que j'ai bien pensé à arrêter mon sécheur? Le sécheur, ça consomme, c'est pas une grosse conso, mais c'est tout du long. Donc c'est ce genre d'éléments qui font qu'on a des temps de retour immédiats. Ensuite, on a également identifié pas mal de temps de retour inférieurs à 1 an. Donc je le rappelle, 164 000 € sur une facture totale qui était de 1 700 000. Donc c'est assez élevé. On ne le retrouve pas chez tous les clients ça aujourd'hui, mais c'était vraiment un client aujourd'hui qui avait mis 0 démarche en place. Il faut l'avoir en tête. C'est pour ça qu'on avait pas mal de gains qui étaient associés. Donc ensuite, on fait également de l'assistance technique projet où l'idée justement c'est d'être capable d'accompagner un client du début à la fin. Donc là par exemple c'était un enlèvement de chaudière électrique, remplacement de chaudière gaz et un revamping de chaudière fuel. Et donc l'idée c'était de faire des essais initiaux pour justement déterminer l'efficacité avant travaux. Ensuite les accompagner à la mise en place d'un protocole d'efficacité énergétique. C'est sur quelle base on va venir évaluer l'efficacité finale et se mettre d'accord avec le constructeur. Et ensuite bien sûr réaliser la mesure de l'efficacité après travaux. Et donc ça rejoint le dernier ex qui va être donc de l'essai de performance, où globalement l'essai de performance c'est de venir vérifier les garanties constructeurs pour le compte de l'exploitant ou du constructeur en fait, ça dépend qui nous missionne. Donc là on vient instrumenter avec tous nos instruments de mesure qui sont suivis et étalonnés, on est capable de ressortir la performance réelle attendue et derrière c'est opposable. Pour donner un exemple qu'on avait eu, un client qui avait fait une réception de chaudière CSR justement, pleine charge et charge partielle. Et donc le constructeur annonçait un certain rendement, on est venu vérifier le rendement et si le rendement n'était pas atteint, il y avait pénalité appliquée derrière pour pas que l'exploitant se retrouve biaisé justement sur toute sa phase d'exploitation. Et donc pour rappel, Bureau Veritas, là on intervient en tant que tierce partie indépendante et impartiale, on travaille avec pour aucun fournisseur ou constructeur, on est vraiment totalement neutre, d'où on va dire derrière le fait que les résultats soient opposables. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes, et puis si vous les souhaitez prolonger, on est au stand D18. Merci de votre écoute. Merci.